c'est Miracle de demain. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello Erika. Hello Mélodie. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, super. Ouais. Je profite de cette belle lumière parisienne, dans ce bel endroit que d'ailleurs tu m'as conseillé, Oui. Qui est l'hôtel de Portales, Ouais. et qui est vraiment canon. Ouais. Donc, Hyper à la fois beau mais à la fois un petit cocon Ouais, c'est ça, il y a l'esthétique. dans lequel on se mais- sent bien, donc Ouais. j'aime bien cet endroit. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Le côté un peu esthétique mais chaleureux, c'est deux choses qui sont un peu difficiles à trouver parce que parfois ça peut être un peu... Ouais, surtout pour enregistrer un podcast ou voilà, ou échanger librement, je trouvais que c'était le bel et bon endroit. Eh ben écoute, merci pour la reco, on est super bien ici. Et puis on va commencer Yes. par déjà te demander qui tu es, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, toi Erika. Ok, alors je m'appelle Erika, j'ai 36 ans, bientôt 37, je suis née à Paris. Je suis une grande passionnée de beauté. Pour la petite histoire, quand j'étais toute petite, je voulais être chercheuse en cosmétique. Depuis toujours, enfin voilà, c'était quelque chose qui me fascinait. Et donc dans cette lignée-là, j'ai un peu fait mes armes dans les grands groupes de cosmétiques entre mes 20 et 30 ans. D'accord. Et ensuite, j'ai décidé de lancer ma propre marque de bien-être et de compléments alimentaires qui s'appelle Combo et sur laquelle je travaille maintenant depuis 5 ans. Trop bien. Voilà. Bah écoute, parfait. On va rentrer de façon un peu plus dans le sujet aussi, notamment de ton parcours, parce que ça m'intéresse. Ça façonne beaucoup, je trouve, en tout cas que là tu parles de quand tu étais toute petite et de ce que tu voulais faire, mais je trouve ça hyper intéressant de prendre aussi les périodes où justement on fait un peu nos armes et savoir ce qu'on prend, ce qu'on prend pas et comment on fait justement ce choix pour être la nouvelle femme. Moi je l'appelle comme ça parce que je trouve que la trentaine, c'est vraiment une décennie où vraiment tu deviens la femme que tu... Ouais, et souvent, tu sais, il y a le mythe de la crise de la trentaine, mais je trouve que c'est un peu vrai parce que, d'autant plus avec du recul, quand j'échange avec des personnes de mon entourage qui sont un petit peu plus jeunes ou autres, quand elles commencent à s'interroger sur leur parcours de vie, leur parcours pro, souvent je leur dis, mais en fait, t'as quel âge exactement? Et souvent, on s'approche de la trentaine, donc il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Ouais, Toi, c'était à quel âge du coup que t'as shifté? À 29 ans. Ouais, comme moi. Okay. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'était la crise de la trentaine. Je sais pas ce que ça sera la quarantaine. Ouais, mais franchement, attends, déjà, c'est assez. Voilà. Bah, déjà. Tranquille. Trop bien, mais du coup, alors, parle-nous un peu de ton parcours. Tu disais que tu as fait tes armes donc dans des boîtes dans le secteur. Ça t'est venu naturellement? Tu l'as fait parce que pour toi, c'était la logique? Quand tu as fait tes études, tu t'es dit, comment ça s'est passé déjà ta vingtaine quoi? Ouais. Bah déjà moi j'étais un peu quelqu'un un peu particulier parce que j'ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi j'étais quelque part. Donc un peu particulier et donc j'avais des problèmes. En tout cas moi je voyais pas ça comme un problème, mais mon entourage pas forcément familial mais plus académique comprenait pas trop ce que je faisais parce que en fait je changeais beaucoup. Donc j'ai fait de l'histoire et de l'anglais. Je me suis ensuite réorientée en droit. J'ai trouvé mon compte puisque je suis restée 4 ans en droit jusqu'au master. Ah, je savais pas. Mais ensuite après le droit, j'ai profité d'avoir quelques années d'avance pour repartir en arrière et faire une licence de communication. Wow, ok. Et ensuite, je suis arrivée en master de communication et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je voudrais faire, je crois, c'est du marketing. Donc, au dernier moment, j'ai posé mes dossiers et j'ai souhaité entrer en master spécialisé en école de commerce. Donc moi j'avais un peu cette flamme, je dirais, en moi où je savais à peu près ce que je faisais, etc. Mais c'était pas toujours facile de tranquilliser tout le monde autour de moi en ce sens. Mais si tu veux, je réfléchissais toujours à pourquoi j'étais là, vers quoi je voulais que ça m'amène, tu vois. Et en fait, par exemple, quand je suis passée de la com au marketing, c'était de manière un peu pragmatique où je me suis dit mais moi j'aime bien la stratégie et je suis un peu frustrée parce qu'en communication on m'a pas vraiment appris à gérer ma comptabilité, mon business plan, etc. Et en fait j'étais idéaliste quoi, je voulais savoir tout faire, tu vois. Donc du coup je me suis dit attends, il faut que j'aille en école de commerce parce que si j'arrive sur le marché du travail je vais me retrouver face aux personnes qui sont en école de commerce et le marché du travail il est un peu compliqué, donc vaut mieux que j'ai ça. Enfin tu vois, je réfléchissais déjà un peu comme ça et voilà. Et à
à l'époque, mon grand rêve, c'était de travailler dans la cosmétique. Ok. Voilà, donc tu vois, tout ça mis bout à bout, je me disais, ok, donc là, j'ai l'occasion de faire plein de stages. Donc, ce qui me distinguait un peu de mes amis, c'est que moi, depuis toujours, j'ai fait plein de stages. Ok. Donc, il y a une longue période durant laquelle je suis quasiment pas partie en vacances. Tu faisais tes stages tous les étés? Tout le temps. Tout le temps, je travaillais pour payer mes études et je faisais mes stages tous les étés. Ok. C'était pas évident, mais je me disais qu'il fallait garder le cap, que je savais pourquoi je faisais ça, c'était pour m'aider, parce que j'avais pas de relation. Ouais. Je viens d'un milieu assez modeste, et donc en fait, C'est vrai que c'est pas évident parce que, c'est pas évident. Moi, j'ai fait pareil que d'ailleurs, j'ai fait du droit aussi. Je suis pareil 4 ans, puis école de commerce. Trop drôle. Non, mais du trop coup, marrant. alors, j'ai pas fait com et market. J'ai fait droit, marketing, mais pareil, école de commerce, exactement pareil. Sauf moins la com, donc bon, ça je l'ai appris sur le terrain. Mais tout ça pour dire que pendant l'été, moi j'ai toujours fait des stages. Parce que pareil, mes parents n'ont pas un carnet d'adresses qui me permet d'obtenir des jobs où je voulais dans des grandes boîtes comme ça. Et donc c'est vrai que c'est pas évident quand tu es dans cette phase étudiante où tu te dis en fait, je veux aller quelque part, je veux avancer, je veux profiter, j'ai envie d'avoir de l'expérience et que tu vois à côté de toi tes camarades qui en fait sont sur un bateau à kiffer et tu te dis où est-ce que du coup à la sortie, ça vaut le coup, que ça vaut le coup, tu vois et moi personnellement, je suis convaincue que oui parce que pour moi l'expérience c'est la meilleure des écoles ouais, exactement. Donc trop bien. Puis ça permet aussi à la fois de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. D'acquérir un certain savoir-être, déjà une certaine résilience parce que quand tu arrives en stage, voilà, de toute façon j'ai envie de te dire, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais qu'on ait 18 ans ou 40 ans, quand on démarre dans un nouvel endroit, un nouveau job, c'est toujours le stress des débuts. Tu sais, les premières semaines, tu es toujours en mode ok. Ah, c'est ça. Donc tu apprends à gérer ce fameux stress des débuts en faisant beaucoup de débuts finalement. Ouais. Mais en tout cas, je regrette pas et c'est vrai que ça m'a permis aussi de construire mon discours parce qu'en fait, pour avoir un stage, il faut envoyer des CV, il faut passer des entretiens. Ouais. Déjà, je pense que du coup, si tu as suivi à peu près le même, méthode ou parcours, en fait, il faut envoyer des centaines de CV. Ah oui. Moi, la première fois que je me suis lancée et que je me suis dit, allez, je vais aller faire un stage en cosmétique, j'ai envoyé 350 CV par mail, par la poste, etc. Et j'ai eu un entretien. Et là, je me suis dit, ok, en fait, faut que je réussisse cet entretien, j'ai pas le choix. Et du coup, c'est là où en fait, j'ai commencé à me former, en fait, tu vois, à essayer de... Et c'était chez qui ? C'était chez Shiseido. Ah, cool. Pour les marques De Cléor Carita. D'accord. Qui initialement avaient déjà une première fois été rachetées par Shiseido. D'accord. Qui ont été par la suite rachetées par L'Oréal plus tard. Ok. Mais à l'époque, moi, c'était chez Shiseido. Trop bien, donc un de 350. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, donc ça arrive en fait, parfois, voilà, il suffit d'une fois. Et par contre, à cette fois-là, il ne faut pas se louper. Non. Donc, c'est pas des mots gratuits de dire ça, c'est réel en fait. Il faut savoir saisir sa chance. Oui. Il faut créer ses opportunités, il faut saisir ses chances, voilà. Quand il y en a une. Ouais. C'est clair. C'est l'exemple même, ça se transcrit aujourd'hui. Je pense que c'est pareil pour toi. Alors, je parle en retail parce que l'image est beaucoup plus... Mais tu as un client qui passe ta porte, exactement. en fait, mais c'est exactement ça. C'est déjà, waouh, il faut pas... Enfin, c'est quelque chose, quoi. Et il faut le saisir et il faut... Voilà. Et après, bon, il y a toute une expérience qui va avec. Moi, j'ai pas de retail, mais en tout cas, Oui, mais... ça se transpose. Ça se transpose dans tout, tu vois. T'as quelqu'un qui vient sur ton site internet, c'est déjà génial. Voilà. Comment on fait pour le... Voilà. Ouais. Et souvent, il y a cette idée, quand on crée une structure... une marque ou n'importe en fait, de se dire ok, c'est pas grave, c'est test and learn, etc. Donc ça c'est tout à fait vrai, mais attention, dans certains secteurs, notamment les secteurs où il y a beaucoup de monde, beaucoup de standards déjà très élevés, moi je me suis toujours dit qu'en fait on n'avait pas le droit à l'erreur et qu'en fait il fallait que la première fois ce soit la bonne, notamment quand on crée sa marque. Dans ce secteur-là. Peut-être que dans d'autres secteurs, il y a ce côté un peu amélioré au fur et à mesure, etc. Mais je trouve que ça c'est pas applicable à tout. Et en tout cas, c'est ce qui m'a nourrie après dans mes aventures. C'est que la première fois, il faut que ce soit la bonne.
Alors bien sûr, il faut prendre du recul sur la pression qu'on se met aussi, etc. Bien sûr. Il faut se donner la chance de s'améliorer, d'apprendre de ses erreurs, mais il faut aussi avoir en tête qu'il ne faut pas se louper. Non, et ça, c'est aussi une quête de l'excellence, je pense, qui fait partie, que tout le monde n'a pas et qui n'est pas nécessaire dans tous les secteurs, comme tu l'as dit. Mais à mon sens, en tout cas, je te rejoins dans le secteur du bien-être, de la beauté, plus précisément du complément alimentaire, parce qu'on va en parler, mais c'est quand même très... on met quelque chose dans notre corps qui va avoir un impact sur notre organisme. Donc, c'est important en tant que marque de travailler sur cette excellence, mais c'est aussi important en tant que consommateur d'avoir les tools, les outils pour pouvoir bien décrypter. Je te demanderai tes conseils à ce sujet d'ailleurs après pour pouvoir bien choisir son complément. Donc toi, tu as eu une première période du coup dans ta vingtaine, c'était tu bossais. C'était Shiseido ton premier. Shiseido, après j'ai fait L'Occitane, après j'ai fait aussi en fait, j'hésitais entre la cosmétique et j'avais un côté très très geek et le digital. Donc j'ai aussi fait une alternance d'1 an chez Microsoft et en agence digitale CRM. Et alors je vais te dire un truc, au début tu arrives dans une agence CRM, d'ailleurs il n'y avait pas que du digital, il y avait du print. Et en fait c'est un de mes meilleurs souvenirs de stage parce qu'en fait tu vois, c'était pas glam, c'était le CRM dans les banques. Donc très spécifique. Mais en fait, quand tu vois à quel point la relation client est au cœur de tout, en fait, c'est là où j'ai tout appris. Parce qu'en fait, moi, on avait un studio créa intégré à cette agence. Et je passais des heures à côté des exés et des graphistes pour voir comment ils faisaient, décaler la virgule, voir si c'était aligné. Je leur demandais l'autorisation en fait, de rester à côté d'eux pour regarder comment ils faisaient, pour assister à leurs réunions de retour, d'aller-retour créatif. Et en même temps, j'étais avec mes chefs de groupe qui me disaient ce que je devais faire. Et en fait, j'avais mon projet de rétention client, mon projet d'acquisition. Et en fait, franchement, ça m'a donné une logique que j'ai encore maintenant. Donc, sur le moment, c'était pas le stage rêvé. Et en fait, c'est celui qui m'a poser les bases pour tout le reste de ma vie professionnelle. Donc voilà. Ah génial, hyper intéressant. Comme quoi parfois quand on est en phase de stage, on se dit ouais c'est pas mon secteur, etc. Mais en fait, il faut voir aussi ce que tu vas apprendre concrètement, le type de responsabilité qu'on va te confier, le niveau de confiance qu'on va te confier, parce que ça peut être ultra formateur. C'est clair, et puis c'est important aussi d'apprendre comment chaque service interagit avec les autres. Ouais, exactement. Et de pouvoir te positionner à la place de ce service-là. Moi, ça m'avait fait le cas, j'avais fait un stage en service communication, service RP, relations presse. Ah oui. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'était pas du tout pour moi, mais je me suis rendu compte, en fait, en étant au cœur du service, de l'importance de leur métier, des enjeux, des besoins qu'ils pouvaient avoir des autres équipes, en fait. Et ça te permet après, dans le milieu professionnel, je trouve, de mieux adapter aussi tes réponses, tes comportements, tu vois. Parce que, en fait, le but, quand tu évolues professionnellement, chacun a sa spécialité. Et c'est très bien, mais le but c'est quand même de travailler ensemble et que ça se passe bien, et c'est comme ça que Puis ta demande va être plus pertinente, plus adaptée, et le résultat plus efficace si tu sais de quoi tu parles. C'est ça. Et notamment pour le sujet des RP, donc j'avais aussi fait 2 stages en RP, et tu vois quand tu décroches ton téléphone pour pitcher les journalistes pendant 1 an quasiment, tu comprends ce que c'est être RP, les besoins qu'il peut avoir derrière. Ça. Ça te permet de mieux saisir les enjeux des agences avec lesquelles tu vas travailler ensuite. Enfin, voilà, je trouve que ça remet les pieds sur terre aussi sur le challenge qu'ils accomplissent tous les jours. Et tes attentes à toi aussi, qui sont beaucoup plus réalistes au final, parce que c'est vrai que bon, là, on se positionne en tant que marque. Demain, tu lances ta marque, tu prends une agence RP, tu t'attends forcément à tomber dans tous les plus grands magazines. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que personne t'attend. Et du coup, en fait, c'est quand même cool d'avoir le recul et de te dire, ok, voilà, tes attentes sont adaptées aussi par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est pas mal aussi de faire des stages un petit peu de partout. Donc voilà, le but c'était de faire tous les métiers. Et finalement, ça m'a permis de bien comprendre les enjeux de tout le monde, de développer plutôt un profil généraliste, un peu multi-compétences. Et donc la deuxième phase, ça a été, une fois que j'avais fait tous ces stages et que j'avais réussi à faire 2-3 stages dans le monde des cosmétiques, de trouver un travail.
Donc, je me suis lancée. Je n'ai pas fait de stage chez L'Oréal. Donc, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe en direct. Wow, ok. Mais suite à une bonne dizaine d'entretiens. Donc, c'était le process de recrutement le plus long de ma vie. Ouais. Mais du coup, c'est plutôt formateur aussi. Ouais. Et puis, ça permet aussi de mettre à l'épreuve ta volonté d'intégrer la structure. Et voilà, donc j'ai commencé chez L'Oréal en 2014. Ok, une pierre 11 ans. Ouais. Maintenant. Trop bien. Et dans les cosmétiques, dans le secteur que tu voulais à l'époque, en marketing. En marketing stratégique, tout de suite. En développement produit, tout de suite. Très bien. Concept, wording. La petite fille qui voulait faire des formules était contente. Tout de suite. Elle était contente. Elle n'a pas trop compris ce qui lui arrivait au début. Pour être honnête, j'étais OK. Mais du coup, j'avais quand même avec moi mon bagage et ma capacité d'adaptation. Donc voilà, j'ai soufflé un coup et je me suis dit OK, on va y aller, ça va le faire. Mais c'était impressionnant. Ouais, tu m'étonnes. Puis c'est une grosse structure. T'es restée longtemps ? Ouais, je suis restée jusqu'à 2017, 2018, je sais plus, 2018. 4 ans, ouais, OK. Trop bien. Et après je suis partie parce que j'avais déjà cette envie de monter ma structure. D'accord, OK. Mais chacun a sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu dans le scénario ABCD, réduire le niveau de risque, etc. Et donc, je pense que je n'étais pas intellectuellement encore prête à franchir le pas. Donc, j'ai intégré la structure Etsy. Je ne sais pas si tu connais la marketplace. Oui, bien. Donc, Etsy France. Ouais. Sur la partie com digital, marketing France. Donc, du coup, je rejoignais un peu mon côté geek là, cette fois, tu vois. C'était trop bien. J'avais un directeur général France exceptionnel. C'était génial. Mais du coup, au bout d'un même pas un an, je me suis dit non, mais en fait je vais monter. C'est bon, je suis prête. Je vais me lancer. Ok. Voilà. Mais je savais pas que j'allais faire combo. Ah ok. Tu t'es juste dit, je suis prête à être à mon compte. Ouais. Je me lance. Je me lance. Ok. Donc tu as démissionné ou tu as eu une rupture? T'as fait comment? j'ai expliqué mon projet professionnel à mon directeur général et puis on s'est mis d'accord sur une rupture qui me permettait de commencer à travailler. Ouais. Mais ça, c'est bien. Mon projet. C'est bien d'obtenir. Je sais pas toujours évident. Moi, j'ai fait pareil et d'obtenir la rupture, ça te permet quand même d'avoir quand tu es assez pragmatique comme tu l'es. Je suis aussi, peut-être le côté juriste là, mais où tu as besoin quand même de te dire, ok, je vais faire ça, mais il faut quand même que je gagne, que j'ai quelque chose pour pouvoir vivre. Et, tu vois, un mini temps pour pouvoir lancer mon business sans avoir la pression de devoir le faire pour être rentable tout de suite. Parce que... Après, tu vois, par exemple, avec le recul et avec la centaine et centaines de podcasts et de documents sur les entrepreneurs que j'ai lus et écoutés, il y a quand même des entrepreneurs qui travaillent le concept, le nom, qui commencent à chercher les prestataires, à poser les bases pendant qu'ils bossent et qui décident de faire une rupture ou autre au moment où ils lancent. Et je trouve que déjà, c'est hyper courageux. C'est incroyable de force de travail et de capacité de prise de recul. Et en fait, ça leur donne quand même un certain nombre de temps, de mois et d'années, voire d'années pour éprouver leur rentabilité, leur concept. Moi, j'ai bien cramé ce moment-là pour réfléchir, etc. Donc bon, peut-être que c'était du temps perdu. En tout cas, bon voilà, chacun fait comme il peut. Peut-être que aussi, toi, tu avais besoin d'avoir la tête libre. Enfin, je sais pas, je connaissais pas ton quotidien quand tu étais là-bas, mais... Oui, quand on a des fortes responsabilités, c'est pas évident non plus. Après, c'est dépendant à chacun, mais en tout cas, si tu peux avoir, faut faire avec les opportunités aussi, et l'humain, parce que l'humain c'est quand même un facteur clé. Mais si tu peux avoir cette conversation et il n'y a pas de modèle de toute façon, mais en tout cas, moi je sais que ça m'avait, ça m'a aussi permis de dire, ok, ça valide le projet, j'ai réussi à avoir ma rupture. J'ai un petit temps quand même où je peux lancer ma boîte avant d'être rentable. Faut pas que je chôme. Mais après, pour parler d'un sujet hyper concret, parce que c'est un sujet, quand tu es au chômage, tu peux être au chômage pour création d'entreprise. Donc ça fait partie des scénarios qui sont prévus de manière officielle et publique. Donc ça te dispense de certaines modalités, ça t'impose d'autres responsabilités derrière aussi. C'est un scénario qui existe. Tu peux demander une rupture pour création d'entreprise. D'accord. Et tu peux, en fonction des indemnités, etc., te ranger dans cette catégorie. Donc c'est quelque chose qui est
pas en sous-marin en France. Pour pouvoir avoir cette caution-là, faut faire un dossier, bien sûr. Mais je dis ça parce que je veux répondre à l'objection de « Ah, mais oui, mais la rupture co… déjà, on a la chance d'être en France, donc ça nous permet de faire ça. Et c'est une chance et c'est un privilège d'une certaine manière. Mais c'est prévu d'avoir ce cas de figure-là. Ça existe. Je ne savais pas, tu vois. Et du coup, voilà, je dis ça parce que moi, c'est la première question qu'on me posait. On me disait « Ah, mais du coup, tu es au chômage et du coup, tu fais quoi ?» Et en fait, c'est les gens qui projettent leurs propres peurs sur toi. Exactement. Mais au début, tu te dis « Ok, d'accord. Comment je vais répondre à ça ?» Puis en fait, écoute, je crée ma structure, voilà. En fait, c'est légitime comme démarche. C'est complètement légitime, mais c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation. Moi, je l'ai eu pendant 1 an, si je suis honnête. Pendant 1 an, j'ai eu ce côté… le regard un petit peu des autres, c'est pas évident, mais tu quittes un super poste, mais t'es au chômage. Mais attends, j'ai pas compris. Et puis quoi, naturopathie, yoga, quoi? Mais qu'est-ce que… et puis vraiment, ça c'est a posteriori. Enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, cette analyse que… En fait, finalement, il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste les gens qui projettent leurs propres peurs sur toi. Il faut juste ne pas prendre leur peur. En fait, il faut juste leur dire « T'inquiète, ça va, je vais bien. » Mais c'est pas évident parce que quand tu es dans déjà une démarche où toi, tu remets… Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai remis en question toutes mes croyances que j'avais depuis le lycée. Oui, bien sûr. Que ma famille projetait aussi sur moi parce qu'il y a ça aussi. Tu grandis. Moi, j'ai grandi, j'ai des parents qui se sont faits eux-mêmes. Donc, en fait, pour eux, il fallait que je fasse des grandes études. Il fallait que je sois avocate ou médecin ou truc. Et donc, moi, j'avais ces croyances un petit peu aussi qui avaient été projetées sur moi. Et du coup, quand tu remets tout ça en question, plus le regard des autres, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Mais ça correspond pas forcément à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est qu'il faut être confortable avec sa décision. Il faut être bien dans ses baskets. Et en fait, ça va. T'inquiète. Fais. Voilà, c'est you ça. do you, I do me. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un grand conseil. C'est un grand conseil parce que c'est pas forcément évident de dealer avec les angoisses de tout le monde. Donc le conseil que je dis souvent aux personnes qui sont en train de se lancer c'est juste fais un petit écran de protection. Parce que tu vas avoir beaucoup de commentaires. Voilà. Qui disparaissent généralement 3 ans plus tard. Ah ouais, non mais de toute façon, j'ai toujours su que ça marcherait. C'est clair. Bof. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman, je crois, qui m'aime, peu importe ce que je fais. Donc, elle me pose jamais de questions. Après, j'ai toujours été très, très, très indépendante. Donc, c'était la lignée de ce que je faisais. Et mon papa, il était un peu perplexe. Il était ok. Mais j'avais préparé mon argumentaire. Oui, donc alors en fait, nanana et tout. D'accord. Et il m'a pour le coup soutenue parce qu'il a été entrepreneur lui-même. Mais bon, avec distance, quoi. Oui, je vois très bien. Mais c'est important aussi d'être entouré par les gens qu'on aime. Moi, mes parents n'ont pas compris ma décision, mais ils avaient confiance en moi en tant que personne. Et ils m'ont dit, bon, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je te fais confiance. Voilà, c'est ça. De toute façon, ça sera bien, forcément. Je dis, ça, c'est plutôt bien. Puis après, le mari entrepreneur qui, lui, du coup… Ah, c'est marrant. Moi aussi, mon mari est entrepreneur. Voilà. Et du coup, c'est en le voyant faire que je me suis rendu compte que c'était possible. Que ça existait, en fait. Enfin, que c'était pas qu'un rêve, en fait. C'est vrai. En le voyant faire tous les jours, ça m'a… Voilà. Donc, un jour, je lui ai dit, je voudrais discuter. J'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Je voudrais faire comme toi. Enfin… Mais du coup, ça fera 2 entrepreneurs. Alors lui, c'est un entrepreneur pur, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'école, il a lancé ses boîtes. Donc, il n'avait pas… et j'ai eu la chance qu'il me dise OK, tu vois. Donc, c'est aussi l'entourage peut être un moteur comme un frein. Voilà, un frein, une source peut-être de questionnement, mais aussi un moteur et un soutien. Donc, voilà. Je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce genre de discussion quand tu partages ta vie avec quelqu'un. Enfin, moi, je sais que… Quand je me suis lancée, mon mari était, lui, pareil. Il a fait 6 mois de salariat, je crois. Et après, il a monté sa boîte. Et je lui ai dit, écoute, si je m'arrête, j'ai plus de salaire fixe. Bon, lui, ça marchait bien, mais c'est vrai que quand tu veux, c'est tout con, mais je parle de choses très pratiques. Quand tu veux, par exemple, acheter un bien, en fait, j'adore cet exemple. Déjà, quand on voulait louer, c'était un peu limite parce que lui…
entrepreneur. Donc c'était plutôt mon contrat, mon CDI qui arrangeait un peu les propriétaires. Et puis quand tu t'évolues dans la vie, tu as envie d'acheter quelque chose, tu as envie d'avoir ton premier bien, tu te dis là je suis salarié, c'est cool, mais alors je deviens entrepreneur, t'es 2 entrepreneurs, tu sais, puis du coup on a fait à peu près au même moment, comme tu le disais tout à l'heure, donc en fait je sais pas, entre 29 et 35 ans on va dire. Donc en fait tous tes potes investissent d'une manière ou d'une autre. Tout le monde achète, met des sous de côté pour acheter plus tard, essaye de faire des projets de vie sur le long terme. Et toi, t'es là et on te dit, et toi? Je dis, moi, je suis locataire. J'ai mis toutes mes économies dans ma boîte et voilà. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Et donc, c'est un peu, tu ressens parfois ce décalage. Il y a un décalage qui se rattrape, si tout va bien, mais qui se rattrape un peu après. Mais c'est vrai que sur le coup, pendant quelques années, t'es un peu genre, ok, c'est voilà. T'es un peu la meuf qui part plus en vacances. Voilà, c'est ça. Moi, d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que en fait, j'avais plus le même train de vie. C'est sûr que quand t'as plus le même train de vie. Quand t'es dans ta vingtaine, que t'as un salaire qui tombe tous les mois, les primes, les trucs, c'est génial, allez, on se part, machin, on fait ci, tout ça. Là, tout d'un coup, non, en fait, les économies, c'est pour l'investir dans ma structure, c'est parce que, et puis tu travailles 10 fois plus, en fait, je trouve. Oui, bien sûr. Donc, tu n'as plus forcément le temps. Donc, tu te retrouves pendant, je trouve, 2-3 ans, en tout cas, moi, ça a été le cas, tu as l'impression d'être en retard. T'achètes pas, tout le monde est propriétaire, pas en vacances au ski, tu viens pas au ski? Non, non, je viens pas au ski, non. Non, moi, non. Et c'est vrai que c'est pas... faut être quand même... moi j'ai beaucoup eu besoin de grandir ma résilience. Oui. Et ma confiance en moi. En fait, tu te rends compte à un moment que tu es au pied du mur et que si toi tu crois pas en toi, personne va le faire pour toi. Moi, je me suis aussi rendu compte que je suis en train. C'est un travail de longue haleine, mais tu vois, moins tu te prends au sérieux, moins tu as confiance en toi, plus les gens en face, qu'ils soient bien intentionnés, mal intentionnés, j'en sais rien, mais vont avoir confiance en toi et vont te prendre au sérieux. Et moi qui avais toujours tendance je pense, je sais pas, je vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais tu vois, pour me protéger ou pour garder un semblant de distance avec mon activité, à ne pas forcément me prendre au sérieux parce qu'effectivement on sauve pas des vies et que voilà. J'avais toujours ce sentiment qu'en face, en plus faisant un peu jeune, etc., on me considérait pas dans ce que j'essayais de créer. En plus, il y avait un écart assez fort entre la marque que j'avais créée et ce que je suis, le personnage, tu vois, parce que Combo, c'est une marque très noire et blanche, très sérieuse, très froide de prime abord, etc. Donc il faut être résilient, il faut croire en soi. Croire en soi, ça ne veut pas dire manquer d'humilité ou se croire au-dessus, ça veut juste dire savoir pourquoi on est là et se protéger, se défendre. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et c'est un gros travail. Ouais, c'est pas facile. En général, on apprend ça à la dure un peu. Ouais, c'est un peu, brutal. Tu te lèves le matin. Et moi, il y a eu des moments où c'était... moi, j'ai fondu en larmes. Je me suis sentie nulle. Je me suis dit, en fait, c'est nul ce que je fais. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je me prends pour qui? Je me prends pour qui? Mais attends, t'as cru quoi? Peut-être tu te lèves le matin, tu fais non mais... Ok, non mais t'as cru t'étais qui en fait? Ça. T'es là. Et le lendemain, je sais pas, mais moi je sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est toujours des phases. Parfois t'es là, tu sais, c'est vraiment, tu lis des trucs sur les réseaux sociaux, sur les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est vraiment ça. Tu vois, parfois t'es un matin, tu te dis, mais je me prends pour qui en fait? Pourquoi je fais ça et tout? Et puis moi, après le lendemain, t'as ta parution dans Vogue, t'es trop contente, t'appelles ta mère. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est ça. T'as l'impression d'être le caméléon. Schizophrène. Ouais, exactement. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé exactement la même chose. Bon, c'était pas Vogue, mais c'était pareil. J'étais là, je pleurais littéralement. Je n'ai pas pu sortir du lit toute la journée. Et mon mari me dit, mais arrête, machin. Je dis, non, mais c'est une catastrophe. Je sais pas ce que je fais. Mais quelle idée, quoi. Une agence, mais je suis quoi, machin. Vraiment, mais tout. Puis en plus, j'ai mes cheveux, ils sont moches, j'ai des boutons. Enfin, après, tu sais, tout y passe. Après, quand t'es partie, tout y passe. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et puis machin. Et puis le lendemain, super nouvelle, tu te réveilles et là, gros gain d'énergie, t'as l'impression qu'en fait rien ne peut t'attendre. T'es Superman quoi, t'es là et puis en fait c'est vraiment ça.
Non, mais tu sais, c'est un peu l'image où moi, je prends beaucoup les transports en commun, tu vois, donc soit tu es dans ton RER avec tes écouteurs et tu te dis, ok, bah, c'est pas grave et tout. Et le lendemain, tu écoutes ta musique et tu es, ok, c'est bon, c'est moi, je vais y arriver. Et c'est vraiment très drôle. C'est exactement ça. Moi, j'avais l'image où je sortais de chez moi. Moi, c'est l'image du parapluie. Tu sors chez toi, tu as ton parapluie comme ça. Et le lendemain, tu sors chez toi, il y a un mec, il y a une musique de fou, il y a un mec qui te balance une pomme, tu l'attrapes, tu fais... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est un peu les montagnes russes, mais qui apprennent effectivement la résilience, l'humilité dans le bon sens du terme. Oui. Et puis, c'est finalement un accélérateur d'expérience et de maturité. Comme d'autres expériences dans la vie, c'est pas le seul moyen de... Voilà, mais en tout cas, c'est le cas pour l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Combo, moi je connais un peu l'histoire parce que je t'ai écouté déjà. Comment parce que tu m'as dit, tu t'es dit, ok, je suis prête à être entrepreneur. Tu as ce background dans les cosmétiques. Tu as ce côté, j'ai envie de faire des formules depuis que tu es petite. Et du coup, Combo, ça naît de ça. Comment tu... Ou alors, c'est quelque chose... Alors, l'histoire derrière, c'est qu'en parallèle de L'Oréal, j'avais notamment, c'était pas ma seule activité, mais j'avais notamment accompagné Caroline Receveur dans la création et le développement de sa marque Wondertea. C'était quoi la marque ? C'était une marque de thé bien-être, thé beauté. C'était sa première marque, non ? Avant Oser, tout ça. Ouais. Ok. Et en fait, à l'époque, ça montrait que les gens étaient prêts à boire des élixirs, des boissons pour prendre soin d'eux de l'intérieur, mais au-delà de la tisane de digestion. Je me rappelle, tu vois. C'était des cures, etc. Donc moi, ça m'a forcé à faire une veille sur les marchés américains, les marchés australiens, etc. Et je voyais qu'en fait, donc c'était il y a très longtemps, mais chez Sephora, il y avait déjà un rayon supplément, il se passait des choses, tu vois. Et donc ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Ça, c'était sur la partie professionnelle. Sur la partie personnelle, c'est tout simple. J'avais eu beaucoup de soucis de peau. Suite à ces soucis de peau, je te la fais courte parce qu'effectivement, je l'ai déjà raconté, mais en gros, j'avais fait des traitements médicamenteux assez lourds qui m'avaient créé, déclaré une maladie auto-immune, problème de digestion extrêmement grave et prononcé. Et en fait, je ne pouvais pas avaler un seul complément alimentaire parce que je ne les digérais pas. Je trouvais que l'expérience était vraiment pas terrible. Mais en même temps, j'avais besoin d'en prendre parce que j'avais besoin de prendre soin de ma santé d'une manière alternative. Voilà. Et donc, en fait, j'étais dans ce truc-là. Je me disais, ok, c'est pas possible. Et donc, ça m'avait forcée à me former toute seule, à regarder ce qui se passait. Et là, j'avais compris qu'il y avait des trucs pas super qu'on n'avait pas forcément envie d'ingérer dans les compléments. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'additifs, voire ce qu'on appelle des fillers, c'est-à-dire que tu as un actif et beaucoup de poudre de perlimpinpin, de farine de riz ou autre. Enfin, je m'étais rendu compte de plein de choses et je m'étais dit, mais c'est fou. En fait, on est à l'ère de la clean beauty, de Yuka et tout, mais en fait, les compléments alimentaires, personne ne se pose la question de ce qu'on ingère. Alors qu'aujourd'hui, on se dit plus, ça, j'ai trop d'ingrédients, ça rentre pas dans une capsule. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, voilà, tu vois, je m'étais dit, ok, c'était le point de départ de ma réflexion et du fait que j'avais envie d'en apprendre plus sur le sujet. Chacun a son moteur dans la vie, moi, je suis là pour apprendre. Donc, voilà, je me suis lancée. Trop bien. Et avec ce premier produit, l'Essentiel Peau, dont j'ai eu des très bons... C'est Carla qui m'en a parlé la première fois, parce que ça a beaucoup aidé d'ailleurs au niveau de son acné. Oui. Je sais que ça avait été un lifesaver. Elle m'avait dit, et d'ailleurs ça a été un des premiers points de vente, de Combo. Oui. Belém. Oui, exactement. Et en fait, écoute, cette formule, elle a mis quand même plus de 2 ans à voir le jour. Moi, j'ai commencé à travailler à partir de 2018-2019 sur la formule. C'est sorti. 2018, début 2018. Et puis, en fait, j'ai lancé la marque en fin juin, début juillet 2020. Donc, ça a été une aventure déjà de développement, d'enrichissement, de dessert à thé. Et de développement à tous les niveaux, parce qu'on parle souvent de la formulation, mais qui est quand même la base et le plus gros aussi de l'investissement, la production. Mais il y a aussi tout ce que tu as créé autour, c'est-à-dire le packaging, l'univers visuel. C'est un gros travail et moi, je suis très sensible à ce que tu as créé à ce niveau-là aussi. Les produits aussi, puisque je les consomme personnellement depuis toujours et je les adore. Mais je trouve que tu as réussi à allier et à combiner en tout cas l'efficacité prouvée
Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et pas prouvé sur... Non. c'est quoi déjà la formulation, mais sur une étude de 10 personnes pendant 20 jours. Ouais, mais enfin, en fait, c'est juste qu'il y a un vocable marketing de signifiant que tu vas pouvoir convoquer dans ton discours pour avoir ce champ de l'efficacité, de la science, etc. Et il y a la réalité derrière. Ouais. Alors, chacun fait comme il veut. Il faut tout pour faire un monde, c'est pas voilà. Non, mais en tout cas, sur un segment comme le complément alimentaire, avec la défiance qu'on peut avoir envers ce type de produit et la difficulté de saisir le niveau d'efficacité, etc. Pour moi, c'était indispensable de faire une marque prouvée au sens prouvé du terme, où on s'entend quoi, réellement prouvée. Voilà. Et c'est ça qui, je trouve, en tout cas, est hyper intéressant parce que du coup, tu as ce côté... Donc, prouver efficacité, en tout cas, je parle pour moi, l'efficacité, je ne parle pas pour... Mais je sais que tu as des clients très fidèles et que généralement, quand tu tombes, quand tu mets le pied chez Combo, bah, tu n'en ressors pas. Plus. Non, mais c'est pas grave, c'est bien. et en plus de ça, mêlé à une esthétique et à un discours qui mêle quand même expertise, mais... je dirais pas vulgarisé parce que c'est mais quand même compréhensible. Ouais, tu vois. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Parfois je relis nos posts, je me dis oh là là, j'ai rien compris quoi. Enfin, on n'a rien compris. Mais bon, en même temps, parfois tu es obligé, tu vois. Tu es obligé aussi de donner des clés et je pense qu'aujourd'hui dans les secteurs de la beauté, du bien-être et du complément alimentaire plus spécifiquement, je pense que la transparence du discours et l'éducation et la pédagogie, c'est des choses qui sont essentielles en fait si tu veux en tout cas développer une relation avec non seulement tes clients mais aussi avec des nouveaux. Parce qu'on est de plus en plus sensible aujourd'hui en tant que consommateur à ce genre d'informations. Et puis comme ça se développe, c'est bien, il y a plein d'informations. Oui. Maintenant, il faut apprendre à faire le tri. Bon, ça c'est encore un peu moins évident, c'est un autre sujet. Mais du coup, mêler ça avec le côté esthétique, qui moi me parle beaucoup. Moi j'aime le beau. J'aime le beau, mais j'aime le beau qui marche. Et qui est... alors je suis très exigeante, le beau qui marche et qui est bon pour moi et qui est clean, tu vois. Donc mais en fait... Tu sais, derrière ces choses-là, il y a 2 anecdotes que j'ai jamais partagées, pas que ce soit le top secret, mais c'est que du coup, avant de lancer la marque Combo au sens compte Insta, au sens le logo, etc. Tu sais, on dit souvent que c'est pas mal de lancer sa marque et son compte Insta avant de lancer tes produits, ça permet d'acquérir une audience, etc. De te familiariser avec ton discours, de t'approprier les codes de ton discours, sauf qu'en fait, moi, je trouvais pas de DA qui comprenait ce que j'avais envie de dire. Donc en fait, depuis 2018, je pitchais des gens, je dévoilais toutes mes prêts stratégiques sans aucun NDA bien sûr. J'étais je disais alors voilà et tout, et je trouvais pas. Et en fait du coup la dernière chose que j'ai faite, alors que souvent on dit que c'est la première chose à faire, c'était mon logo et mon identité de marque. Parce qu'en fait, j'ai mis hyper longtemps à trouver les personnes qui comprenaient ce que j'avais envie de dire. Et vu que moi, j'ai toujours beaucoup d'idées dans la tête, que parfois, je l'admets, j'en suis consciente, c'est pas que je pars dans tous les sens, mais j'ai tellement de trucs à dire, etc. Que en fait, si j'ai pas en face de moi quelqu'un qui me suit, ça va pas. Et là, ils se disent c'est qui elle est un peu zinzin. Et donc en fait là j'ai trouvé un duo de DA qui en fait en 30 minutes elles m'ont dit ouais non mais grave ok t'inquiète hein. C'est bon, on a compris et tout. Et après quand je sortais une ref, elle me disait mais oui mais il y a ça et tout. Et là je me suis dit ok c'est bon. Sauf que je pouvais pas accéder à leurs prestations parce qu'elles étaient hyper chères. Donc j'ai mis tout le moindre centime de côté pendant plusieurs mois pour pouvoir accéder à leurs prestations. Parce que je valorise le travail des gens, je ne voulais pas négocier ou autre, mais du coup c'était et puis surtout mon mari entrepreneur me dit mais qu'est-ce que tu fais quoi, c'est énorme, tu dépenses toute ta trésor pour ça et tout. Je dis oui mais je sais que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse Combo, donc voilà, donc ça c'était un peu un pari, un peu pas du tout bon gestionnaire, pas du tout investissement raisonnable. Tu l'as fait à l'intuition, à l'intuition totale. En tout cas c'est réussi je trouve. Et puis c'est toi qui es la première concernée, donc si tu es heureuse de si ça représente vraiment ce que tu avais en tête, ta vision, ce que tu voulais, c'est ce qui compte et c'est le principal. Et que ça parle aussi à ta cible qui au final, je sais pas si tu avais une cible targetée quand tu as fait ton business plan, mais
pour moi, c'est comme ça en tout cas que je le conçois. Moi, je suis attirée par une marque, mais c'est pas la marque qui va venir me convertir. C'est moi qui vais regarder, qui va aller me sourcer, qui va aller me renseigner. Et en fonction de ça, je vais être sensible à cette marque-là. Il y a des gens qui peuvent ne pas du tout l'être parce que c'est attendre de venir se faire chercher. Moi, je suis dans cette démarche de... voilà, parce que c'est... Mais c'est une question de passion aussi. Mais tu vois, le deuxième point aussi, c'est que dans une... je sais pas, je veux pas employer des concepts trop... Voilà, mais tu sais, sur l'économie de l'attention, le fait que les gens aient de moins en moins de temps à consacrer parce qu'il y a le côté réseaux sociaux, temps passé sur les réseaux, scroll, etc. En fait, je voyais pas l'intérêt de créer une énième marque qui va communiquer avec les mêmes codes. Et surtout, je trouve que le temps des gens est précieux. Donc en fait, si je suis pas capable de leur montrer un post qui va soit les distraire, leur apprendre quelque chose qu'ils vont trouver beau et leur faire passer quelques secondes ou 2 minutes agréables au sens « ah, trop bien », bah en fait, il faut pas le poster. Non. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on apporte en fait ? Bah, pas grand-chose. Et donc, c'est hyper exigeant, hein. C'est un peu dur à tenir ce niveau d'exigence, notamment sur un média où il faut poster tous les jours, etc. Mais moi, je suis partisane du moins mais mieux. Donc, tu vois, par exemple, l'inconvénient, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à faire grandir ma communauté. Parce que, en fait, j'ai jamais voulu faire comme l'algorithme, à poster tous les jours, etc. Je travaillais beaucoup chaque post, le sourcing d'informations, la création graphique derrière, etc. Et en fait, pour certains, c'est vraiment du temps perdu. Pour moi, c'était combo. Donc en fait, tu vois, je suis trop contente qu'en ce moment, le carrousel revienne à la mode et tout. Moi, avec mes carousels, mais non, il y a 10 slides, c'est hyper important d'expliquer et tout. Bon, maintenant, ça fait écho. C'était pas toujours le cas avant. Non, c'est vrai. Tu passes pas à 20 d'ailleurs, là, c'est pas... c'est avant slide même, tu vas pouvoir t'éclater. Mais tu vois, voilà, donc c'est des partis pris qu'il faut assumer, c'est-à-dire il faut assumer sa responsabilité. Je veux défendre ça jusqu'au bout, mais ça m'a empêché en tout cas de me développer peut-être rapidement ou j'en sais rien, tu vois, mais voilà, c'était ce en quoi je croyais. Enfin, je trouve quand même que, moi, de ma vision, et encore une fois, c'est pas forcément la vision la plus logique puisque je suis dans le secteur, je suis dans le milieu, donc forcément, je suis plus enclin au féminin, je suis plus enclin. Bon. Je suis plus enclin à m'y intéresser, mais je trouve quand même que sur les 5 dernières années, moi j'ai vu, en tout cas je t'ai vu grandir jusqu'au point, là récemment, il y a 1 an et demi, il y a 1 an et demi que tu t'es fait que Oma écrit je sais plus. En quelle année ? On est en 2025. Ouais, c'était en 2023. Voilà, donc c'était 2023. Donc 3 ans après ton lancement, où il y a Oma Crime du coup qui est rentré au capital. Ou qui a... En fait, tu sais, il y a différentes manières de rentrer au capital. Il y a la levée de fonds, il y a plein de manières de faire. Moi, c'est un rachat. Par Oma Crime et par Expérience Capital, le fonds d'investissement qui back des super belles marques, qui a backé, tu vois, Jimmy Fairly, Dynamo, Oma Crime, etc. Et du coup, ils sont largement majoritaires maintenant. Mais c'est pas... Enfin, moi, ça me va très bien. Oui, très bien. C'est une opération qui a beaucoup intrigué. Mais en fait, c'est juste une manière comme une autre de se développer en tant que start-up. En fait, c'est juste que les gens connaissent moins parce qu'on parle beaucoup plus de la levée de fonds pure et dure. Oui. Mais c'est juste une opération financière et juridique qui existe pour plein de marques et qui correspond à une autre voie de développement pour une structure. Enfin, voilà. Oui. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Non, c'est clair. Après, peut-être que ça nous semble logique aussi du côté droit des affaires. Enfin, peut-être que voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, ça me semble... Et je pense qu'aujourd'hui... quand tu veux, en tout cas, te développer en tant que marque, c'est super bien ceux qui veulent rester indépendants, etc. et qui ont peut-être les fonds pour ça. Mais se faire aider par des acteurs en plus, comme le fonds d'investissement, je ne savais pas, mais en plus comme Oma Crime, Oma Crime. Grave. Excuse-moi, Oma Crime, en fait. Je me souviens de quand j'ai ouvert le L et qui annonçait l'ouverture de la première boutique Oma Crime, je crois que c'était... Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Excuse-moi, Juliette d'avance. Rue de Turenne, je crois. Enfin, je sais plus. C'est en 3e en tout cas. Voilà. Mais franchement,
Moi, j'étais comme une dingue parce que j'étais déjà une énorme geek beauté. Je me suis dit, oh là là, mais c'est génial. Et c'était vraiment, pour moi, ça a toujours été le retailer, la marque de beauté alternative dans laquelle je me reconnaissais. Donc, c'est trop bien. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je suis là pour apprendre. Ouais. Donc, ça me va très bien parce que comme ça, j'apprends plein de trucs. Oui. Et en fait, moi, ça me va. Et du coup, tu étais chez Oh My Cream? Oui, avant? j'étais déjà chez Oh My Cream. Ok, trop bien. Ouais. Le jour où parce que tu t'es Là, aujourd'hui, tu as arrêté le wholesale? Alors, moi, en fait, j'avais mis un arrêt au wholesale en novembre 2022. Le wholesale, par ailleurs, qui est la distribution via un point de vente d'un distributeur, donc typiquement un grand magasin, un multimarque, un site internet qui n'est pas le tien. C'est un canal de distribution en fait qui permet de distribuer ton produit en le revendant à un revendeur qui lui va le revendre au consommateur final. Voilà, juste pour la petite. Et du coup, j'avais mis un coup d'arrêt parce qu'en fait, c'était. Tu sais, moi j'étais un bébé D2C, glossé, business case, machin, donc j'avais construit ma marque avec la grande utopie d'être que D2C. Donc direct to consumer, donc de vendre que en direct à mes consommatrices via mon site. Et donc j'avais travaillé mes marges comme ça. Et j'avais pas du tout travaillé mes marges en mode j'ai un revendeur entre les deux qui doit quand même se payer. Bien sûr. Moi, en fait, c'était pour moi un pari d'image que d'être dans. J'avais quand même pas mal de revendeurs, de wholesalers. J'étais mon premier revendeur, c'était Selfridges. Ensuite, on a lancé chez The Webster aux US, puis au My Cream, plus plein de petites boutiques indépendantes. Mais en fait, c'était de l'image carrément pour moi parce que j'allais dire, ta marge, elle était. ça couvrait quoi. Mais c'était. Tu vois. Et c'était pas ton plus gros du business. Non, mon plus gros du business, c'était combo.co. Ce qui est dingue parce que c'est vrai que le wholesale, c'est quand même, pour pas mal de marques, quasiment 20-30% du CA généralement. Là, j'avais. Quand il y a les marges. C'était un 70-30. C'était un 70 combo, 30 wholesale. Mais avec une faible marge. Après, c'était un 60-40 quand Oh My Cream a. Et oui, parce que la marque. Du coup, en plus, depuis, après, ils avaient ouvert plein de points de vente. Voilà, donc, exactement. Donc, sur un produit, je le rappelle. Oui, un seul produit. Mais d'ailleurs, ça me posait plein de problèmes, parce qu'au début, à chaque fois, je devais convaincre l'acheteur ou l'acheteuse de me prendre. Parce que j'avais qu'un produit. Donc, en linéaire, du coup, donc le linéaire, c'est comment tu présentes ta gamme et ta marque en magasin. Donc, en fait, en plus, ils sont tout petits, mes produits. Parce qu'ils sont éco-responsables, à la bonne taille et tout. Donc, c'est des petits trucs comme ça, tout seul. Donc, je te raconte pas, chez Selfridges, pour me trouver, j'étais trop fière. Moi, je voulais aller. Oh, non, mais c'était le petit truc sur l'étagère et tout. Enfin, c'était vraiment un truc d'initié, tu vois. Il y avait mes clientes londoniennes qui y allaient, comment se faire connaître au-delà de ça. Et donc, j'avais décidé d'arrêter tout ça parce que c'était pas profitable. Donc, voyant les crises venir, les coûts de production augmenter d'année en année et tout, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention à la manière de gérer mon business et que tout ce qui n'était pas vraiment profitable, il fallait le couper. Donc, quand il y a eu... quand je suis rentrée chez Oh My Cream, dans le sens, quand Oh My Cream a racheté Combo, j'avais plus de wholesale. J'avais juste Oh My Cream. Ouais, mais... Oui. Make sense. Voilà. Mais du coup, ça fait partie de la stratégie de le relancer? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous restez une marque... Enfin, du coup, ton wholesale, entre guillemets, c'est Oh My Cream. Non, mais on est à présent ailleurs. Non, le but, c'est de vivre aussi hors Oh My Cream. De manière pertinente, bien sûr, mais non. Cool. On est indépendant dans notre gestion, dans notre business, et l'idée, c'est de faire du wholesale, mais avec des partenaires qui nous comprennent, qui vont être vraiment capables de prendre en charge le produit, qui ont la force de vente, pour. On n'a pas un produit facile, il est assez cher par rapport au marché. C'est des produits qui sont très minimalistes dans leur design, donc ils ne sont pas très bavards, donc il y a besoin d'expliquer. Donc ce sont des produits de challenge. En revanche, ce que moi j'ai éprouvé depuis 5 ans maintenant, je vois comment ça fonctionne. Quand on a un partenariat avec quelqu'un qui croit en nous, c'est-à-dire qui est séduit en fait par la marque et par les produits,
il n'y a pas de problème. Non. C'est-à-dire que ça se vend tout seul et que c'est un vrai business. Enfin, d'autant plus que sur le produit, vous en avez sorti beaucoup plus. Vous en avez sorti 4 depuis. Ouais, ok. Oui, quel est l'essentiel? Ouais, on en a 5 maintenant. Matcha. Ouais, donc 4 en plus. Ouais, c'est ça. L'essentiel pot, quand même, a existé seul et t'a permis de quand même... Oui, bien sûr, de développer grandement la société. C'est ça. Et ça serait pas arrivé, je pense, s'il n'y avait pas eu non plus la confiance client et vendeur, en l'occurrence, sur l'efficacité. Ah, bien sûr. Et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de marques sur le marché, on le sait, tout le monde sait très bien, qui ont beaucoup des très jolis discours marketing, qui ont des très jolies allégations, qui ont plein de choses et qui font énormément de CA, mais sans forcément avoir du récurrent et qui sont, je pense, du coup obligés de développer des gammes un peu plus... Alors oui, moi c'est l'inverse. Et toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que je pense que j'ai une base de clients plus restreinte. Ouais. Par contre, mon récurrent explose, enfin je me dis vraiment explose tous les scores parce que nos clientes, une fois qu'elles sont chez nous, elles voient une différence et elles partent plus. Donc voilà, donc j'ai fait différemment. Voilà. Mais ça, enfin, moi j'y suis sensible, j'y étais sensible dès le début et c'est pas dingue, ce qui est dingue. C'est qu'en fait, Combo, pour moi, ça devient un réflexe sur plein de trucs quotidiens. Je te disais tout à l'heure, l'hydratant, j'ai les produits dans mon tiroir et je vais vraiment pour moi, ils font vraiment partie de ma routine beauté et bien-être parce que pour moi, la beauté, ça passe par le bien-être parce que tu peux pas te sentir bien dans ta peau si t'es pas bien dans tes baskets. Mais tu vois, sans forcément être dans des dimensions un petit peu frustrantes comme on peut avoir ce côté, écoute, il faut manger des salades de quinoa boire des jus. Attends, on n'est pas là pour... c'est pas le sujet. C'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. C'est comment trouver des produits qui vont venir être à la fois qualitatifs mais aussi efficaces pour venir t'accompagner au quotidien et vivre ta vie au mieux possible, quoi. Oui, on n'est pas dans les... On n'est pas dans les discours, les injonctions, etc. On est dans l'information, l'éducation. Super. Il y a une différence en fait, c'est qu'il faut s'éduquer pour être dans le pouvoir de prendre soin de soi de la meilleure manière possible. Oui. S'éduquer, c'est pas que académique, c'est aussi apprendre à repérer, c'est un peu perché ce que je veux dire, mais tu vois, à communiquer avec soi et avec son corps, à s'écouter de la bonne manière, etc. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, à comprendre comment les produits fonctionnent, quels actifs vont pouvoir être efficaces, comment reconnaître un bon actif, etc. C'est déjà le level au-dessus, mais c'est hyper intéressant. C'est ça. Et tu vois, on est en train de retravailler notre site internet là en ce moment. Et donc, pour un peu montrer la jeunesse du projet à l'équipe qui nous accompagne, j'ai ressorti ma presse de brief DA, c'est-à-dire avant que la marque existe visuellement. Et tu vois, la première slide, c'est Health is Beauty. Tu vois. Et inversement, j'avais fait un truc visuel, tu vois. Et en fait, c'était il y a 6 ans. Mais en fait, quand on essaye encore de dire aux gens, bien-être, beauté, etc. Parce qu'il faut qu'on explique, bien sûr. Mais en fait, c'est ça, en fait, l'avenir. Bien sûr. Je parle pas de la surface. Nous, je parle de tout ce qu'il y a au-delà de cette surface et de se sentir bien, pouvoir accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir, pouvoir être bien dans ses baskets, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, ça c'est hyper important. Et c'est ça qu'on a envie d'apporter aux gens. Je suis d'accord. Et je rejoins ce que tu dis. Et bon, moi, ça fait partie... moi, je suis sur du service, je suis pas sur du produit. Mais pareil, dans mes accompagnements, d'ailleurs, mon agence, c'est Agence Inside Out. Alors aujourd'hui, ça paraît un petit peu tacky parce que tout le monde parle de l'Inside Out. Mais à l'époque... bah oui, c'est ça. Ça n'était pas. C'est ça. J'ai pas envie de changer. Parce que c'est... Non, c'était ce en quoi tu croyais. Voilà, c'est ça en quoi je croyais. Et je me rappelle, quand j'ai sorti mon nom à mon mari, il m'a dit... d'accord. Mais c'est comme Amélie et Fleur, tu sais, qui ont monté une marque qui s'appelle Skin and Out. Oui. Donc autour de l'acné. Oui. On était dans le même incubateur à l'époque quand on était plus jeunes de start-up. Et en fait, je me souviens quand elles ont pitché leur marque et tout... toute personne, on devait pitcher en 5 minutes, on avait comme des formations là-dessus et quand elles ont sorti Skin and Out,
Bon, on voyait que la salle comprenait pas tout et tout, mais en fait, c'est trop bien. Oui. Et maintenant, Oui. ça peut paraître une évidence, mais je peux te dire À l'époque, ça n'était pas vrai. Il y a 6-7 ans, quand elles avaient travaillé leur concept, je trouvais ça génial. Ouais. Et en fait, elles ont raison de le garder, tu vois. Ouais. Skin and out, c'est trop Ouais. bien. Donc, inside out, c'est bien aussi. Ouais, merci. Bah ouais. Du coup, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, s'informer, s'éduquer. Je pense que pour nous, ça peut sembler un petit peu logique. Oui, parce qu'on aime bien. Parce qu'on c'est aime bien, notre on est passionné dans le secteur. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait des petits tips que tu pourrais avoir? Toi, moi demain, je suis nana, je ne m'y connais pas. J'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de traiter tel ou tel. Voilà, ça dépend de la volonté. Est-ce que tu as des conseils déjà pour peut-être sélectionner la marque que tu vas acheter et que tu vas mettre dans ton corps, quoi. Ouais, Comment on fait quand on n'est pas... Alors, j'aimerais bien dire plusieurs trucs. T'as 10 slides. J'ai 10 slides. Ouais. Ok, alors la première chose, c'est complément alimentaire ne veut pas dire remplacement alimentaire. Oui. Donc, en fait, déjà, la base, c'est d'avoir une bonne alimentation. Ok. Je ne suis pas en train de donner une injonction. Je dis juste qu'il faut avoir une alimentation qui nous convient, qui est diversifiée, qui n'est pas carencée. Qui n'est pas carencée, et puis c'est surtout qui nous convient. Les gens qui mangent la même chose tous les jours ont mal au ventre et ont envie de dormir après leur repas ou autre, il faut d'abord commencer par là. Ouais. Voilà. Mais le complément alimentaire n'est pas là pour remplacer l'alimentation qui te conviendra. Ouais. Et ça, cette responsabilité, c'est la tienne, c'est celle de tout un chacun. Par ailleurs, c'est complément. Voilà. Complément par définition, si on prend le dictionnaire, ça vient... Voilà. Et en fait, l'exception, c'est le complément alimentaire qui va être à vocation médicale pour combler une carence. Et ce n'est pas la règle. La règle, c'est complémenter, ajouter un plus, améliorer les maux du quotidien. Ouais. Ensuite, le second point sur les marques, c'est qu'on est capable d'accepter aujourd'hui dans tous les secteurs qu'il y a différents niveaux de qualité, différents types de marques. Et ça dérange personne parce que ce n'est pas dérangeant. Et on est capable d'acheter son shampoing au supermarché pour certaines raisons, comme on est capable d'aller dans des grands retailers qu'on adore et d'aller au rayon le plus luxe et de se dire « Ah waouh, j'aimerais trop avoir cette crème ». Bon, c'est exactement la même chose dans les compléments alimentaires. Oui. Donc, il faut accepter qu'il y a des compléments alimentaires qui vont être moins coûteux, d'autres plus coûteux, qu'il y a une légitimité véridique derrière, que ce n'est pas juste de la poudre aux yeux. Et en fait, ça s'applique à tous les secteurs, l'alimentaire, la cosmétique, le voyage. Donc, il faut aussi comprendre que ça s'applique aux compléments alimentaires. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et donc ça, mis de côté, comment choisir la marque qui va nous convenir? Je pense que le complément alimentaire, ce qui lui manquait depuis des décennies, parce que c'est pas nouveau, c'est le dialogue avec la communauté. Donc déjà, être capable de nouer un dialogue avec la marque qui est en face, pouvoir lui poser des questions et recevoir des réponses rapides et en toute transparence, ça c'est vraiment... le feu vert total. Ouais. Ensuite, c'est comme pour la cosmétique, quand on tourne la boîte, il faut regarder la composition nutritionnelle et la liste des ingrédients. Ouais. Alors, parfois, tu vas avoir un résumé de ce qu'il y a dedans, avec des dessins, tu vois. Mais ça, c'est cool, mais ce n'est pas la liste des ingrédients. Non. La liste des ingrédients, c'est la petite liste là où qu'on n'a pas très envie de lire et où il va y avoir, par ordre de grandeur dans ta gélule, tout ce qu'il y a dedans. Plus tu comprends un peu ce qu'il y a dedans et puis que c'est un nom d'un actif ou autre, mieux c'est. Plus c'est un truc qui ressemble à un additif ou farine, c'est pas un très bon indicateur. Non. Donc c'est comme dans la cosmétique. Voilà. Ensuite, le dosage. Alors, l'idée n'est pas d'être dans une course au dosage. D'accord. C'est juste de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que ça demande un peu d'éducation, mais le marché est en train de s'éduquer, quand on achète une boîte, que derrière on la tourne, qu'on voit dans la liste d'ingrédients 3 choses, que dans ces 3 choses il y a de la farine, et quand dans les 2 autres choses il y a écrit 30 et 10, et que c'est une gélule comme ça, tu vois, il faut se renseigner, tu vois. Et voilà, et après bien sûr, moi, en tant que cliente, c'est ce que j'avais remarqué. En tant que personne qui voulait lancer sa marque, c'est ce que j'ai remarqué. Donc forcément, moi, j'ai fait l'inverse. Oui. Y a pas d'additifs dans nos formules. Souvent, on me demande les additifs, notamment sur les marchés américains et anglo-saxons, parce qu'eux, ils sont hyper habitués aux compléments. Ils me disent « Ouais, je trouve pas les fillers, c'est tout. » Ah, mais il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis. Les dosages. La capacité qu'on a de répondre à notre cliente, d'échanger instantanément, en toute transparence. Après, bien sûr, il y a le Made in France.
Mais en fait, Made in France, ça ne veut pas dire sourcé en France. Hein. Oui, bien sûr, ça veut dire fabriqué en France. Ça veut dire fabriqué en France. Les ingrédients peuvent être sourcés en Chine. Donc, il faut aussi questionner peut-être ça. Ouais. Il y a des marques qui le font très bien, qui te disent direct. Nous, on le dit direct. Il y a d'autres marques qui disent directement d'où ça vient. Toi, c'est Made in France ? C'est Made in France et nos actifs sont européens. Ouais. Il y en a un ou deux. Enfin, ça dépend des formules qui viennent... un du Brésil, l'autre safran, il vient d'Iran. Après, il est travaillé par une start-up française. Ouais. Parce que nous, on travaille avec la biotechnologie française, mais l'Iran, le safran pur vient d'Iran. Oui. Et la cérola vient du Brésil. Donc, voilà. Mais c'est là où, pour moi, le discours Made in France, il a du sens sur plein de choses. Plein de choses. En revanche, sur le sourcing des ingrédients, il y a des ingrédients qui, par définition, ne sont pas dans leur habitat naturel en France. Voilà, c'est ça. En fait, et donc ils sont pas au maximum de leur capacité. Ouais. Et ça en devient limite un peu moins éco-responsable de faire venir des trucs, de planter en France. Ça va nécessiter beaucoup de... parce que le climat n'est pas le même. Donc ça peut nécessiter soit beaucoup d'eau, soit beaucoup de... Voilà. C'est une relation de confiance aussi à avoir avec la marque. C'est ça. Moi, si tu me poses n'importe quelle question sur n'importe quel actif, je peux te répondre. Bien sûr, c'est très lourdingue, donc parfois, voilà, mais je pense que voilà, il suffit de poser la question une ou deux fois pour comprendre la démarche, que c'est aussi l'utilité d'échanger lors d'un podcast ou d'interview, c'est de véhiculer toute cette démarche-là. Ouais. Mais oui, en fait, je suis allée chercher le safran en Iran parce que c'est là qu'il pousse. Bah oui. Alors du coup, j'ai essayé de voir comment il était cultivé, comment il était récolté, si les personnes qui étaient en charge de cette récolte étaient traitées de manière respectueuse, par exemple, même que pour le Brésil. Ouais. Et la cérola, notre fournisseur travaille avec une coopérative. Oui. Mais oui, c'est sûr qu'il faut trouver l'information, la chercher, quoi. Et faut après, une fois que tu l'as, tu t'en fais ce que tu veux. Et moi, je sais que je suis plus sensible justement à la qualité, au sourcing responsable. Au sourcing responsable qui ne veut pas forcément dire je cultive, je fais venir un truc étranger pour le faire cultiver en France, que au 100% made in France. Parfois, on n'a pas tout. Hein. Il faut juste responsable, pour moi, ça veut dire avoir le sens des responsabilités, tu vois. Voilà. C'est ça. Ça veut dire de faire les bons arbitrages avec les moyens qu'on a, comme on peut, de faire notre mieux, vraiment faire notre mieux. Ouais. Voilà, chacun part de là où il peut. Nous, la marque, elle a mis des standards assez élevés en termes de responsabilité dès le départ. Donc, notre papier blanc est non traité au chlore, nos encres sont végétales depuis le début, nos étuis sont faits en Île-de-France, nos flacons sont allemands et où ils ont 2 usines faites aux Pays-Bas ou en Allemagne. Okay. Nos colis sont faits en Île-de-France aussi. Notre labo, on vient d'en parler, est français. Enfin, tu vois, il y a aussi le côté, du coup, notre logisticien est pas loin de nos conditionneurs, nos fabricants des tuyaux. Donc, on est vraiment sur un circuit court. Un circuit court au sens propre, vraiment. Voilà, tu vois, ça, c'est des trucs complètement invisibles, mais qu'on a essayé de faire depuis le jour 1, tu vois. Et c'est aussi ce qui fait le prix. Bien sûr. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Bien sûr. On n'a jamais lancé de merch jusqu'alors, donc les petits goodies et tout, parce qu'en fait, c'est dur de ne pas faire Made in China sur des goodies. Donc là, on a lancé notre premier merch responsable l'année dernière avec l'hydratant qui était notre gourde, que j'ai pu produire qu'en très petite quantité parce que c'était super cher. Ouais. La Memo Bottle, elle est super chère. Super chère. Et en fait, si tu veux, on a un intermédiaire européen qui fait venir par bateau les Memo Bottles. C'est qu'un bateau par an. Enfin, tu vois, il y a vraiment une démarche de limitation d'empreinte carbone et tout. Enfin, du coup, on n'a pas le stock pour être en permanence vendu. Enfin, voilà, mais voilà, c'est juste, ça participe de la cohérence de marque, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et les boîtes, moi j'en ai parce que j'ai acheté mon matcha là l'autre jour au My Cream, ils m'ont donné une boîte. La boîte métal, c'est la même chose. Que j'adore. Ouais, c'est la même chose. Bon, après, comme j'en rachète souvent, j'en ai 2. Trop bien, comme ça, il y en a une où tu mets tes sticks ou ton matcha et l'une où tu mets le collagène. En fait, du coup, moi, comme je suis entre Paris et la Corse, c'est bien. J'en ai une à Paris, une en Corse. Trop bien. Donc voilà, c'est parfait. Trop bien. Ça m'arrange. Ouais. Donc, ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, donc dans ce secteur duquel tu fais partie, quels sont tes... parce que la beauté, ça peut vouloir dire plein de choses pour plein de personnes. Pour toi, qu'est-ce que c'est la beauté et quels sont tes rituels à toi en tant que femme, entrepreneur, maman, pour te sentir bien, te sentir belle? Moi,
Mais c'est des choses hyper simples. Hein. Ouais, mais c'est... Moi, j'aime bien prendre 1 heure pour moi, faire mes soins, découvrir des nouveaux trucs que j'aurais achetés chez Cream. Quand je peux prendre du temps pour me maquiller, c'est 1 fois par an. Ok. Mais je le fais quand ça... Voilà. Me prendre mon petit café ou mon petit matcha le matin, mais genre 15 minutes pour moi, où personne me parle, trop bien, c'est trop bien. Cool. C'est des petits moments comme ça en fait, aller marcher dans la forêt, aller faire un peu de sport. Donc moi j'ai un passif de santé récent assez lourd, donc du coup la reprise du sport c'est quelque chose qui est vraiment un challenge physique et mental pour moi, mais en tout cas en ce moment c'est mon challenge, donc je suis allée courir dimanche. Donc tous les chemins mènent à Rome et il faut bien commencer quelque part. Clair. Donc j'ai pas fait la course du siècle, mais je me remets à courir. Tu fais ça? Moi j'habite loin, donc donc je vais dans la forêt. Enfin je fais ça, pour moi c'est ça. Mais en fait c'est pas ça Fontaine. J'ai compris. Voilà. Bah, du coup on se comprend quoi. En tout cas je suis proche de la nature, c'est trop bien. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça. Ça aussi, le fait de... T'as toujours habité loin ou... Non, moi je suis parisienne, comme moi, de France pure. Et donc là, je suis dans le bout du 78, mais j'ai la forêt juste à côté de chez moi. Ça fait longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Avant, j'avais déjà fait un petit move de recul. J'étais à Saint-Germain-en-Laye et là maintenant je suis plus loin. Mais ça me va très bien, je suis hyper contente. J'ai plus de transport, mais du coup, je de nouvelles manières un peu nomades de travailler, tout ça. Donc tu concentres peut-être aussi tes meetings à Paris. Voilà, c'est ça. Mais tu dois avoir plus d'espace du coup, je suppose. Ouais, j'ai beaucoup plus d'espace, donc ça c'est top. Donc c'est des choses simples, mais que je dirais essentielles. Ouais. C'est des petites choses du quotidien, écouter de la musique, aller marcher, s'oxygéner un peu pour de vrai, voir la nature, faire une chose pour soi dans la semaine, que ce soit un rendez-vous beauté ou 1 heure de sport. Boire sa petite boisson et avoir ses 10 minutes par jour. C'est quand même c'est des petits gestes qui sont essentiels à mon bien-être. Moi, chacun est différent. Moi, je suis, comment on dit en français? En anglais, c'est creature of habits. Habits, ouais. Une habituée de... Enfin, oui. Ouais, moi, la routine, les rituels, je trouve que c'est tout sauf embêtant. Ça me structure. Ça m'aide à passer des bonnes journées. Je peux me sentir vite déstabilisée si je n'ai pas mes petits rituels et ma petite routine. Je pense que c'est lié aussi à mon activité qui est quand même très soutenue. Je fais beaucoup de choses. Soutenue et nomade, donc voilà. ça... J'ai besoin d'être organisée, j'ai besoin d'avoir mes rituels et mon équilibre. Donc voilà. Tu t'organises comment du coup? J'ai une gestion assez millimétrée de mon agenda. Je profite de ce podcast pour dire désolée à mes équipes parce que du coup, je suis tout le temps en train de jongler à la minute près entre X rendez-vous. J'aime pas dire non. Donc quand on me dit ouais, fais ça et tout, je suis ouais, ok, tout. Enfin voilà. Mais j'ai des plages horaires assez restreintes et j'essaye de faire rentrer le maximum dans tout ça. Parce que j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de saisir les opportunités. Parfois, il y a des couacs parce que ça arrive, c'est la life. Voilà. Et en fait, j'essaie de concentrer tout entre 9h et 17h30, 18h grand max. Et après, je rentre chez moi, je réponds aux réseaux sociaux, etc. Parce que je suis fondatrice, j'ai mon compte perso et le compte de la marque, j'essaye de... Voilà. Je finis de répondre à tout ce qui est pro. Et après, j'arrive chez moi et là, c'est mon temps avec ma petite fille. Je pose mon téléphone, je n'ai pas beaucoup de temps avec elle tous les jours, donc c'est 1h30, 2h, enfin... Donc je suis il y a qu'elle qui compte et voilà. Trop bien. Elle a quel âge? 8 mois. Ah oui. Ouais, la petite. Ah oui, voilà. Donc ouais, trop bien. Voilà, et après sinon, je suis un poids pour mon entourage, mais je dis ça en rigolant, mais franchement c'est horrible. Mais j'ai toujours été comme ça. D'accord. Ce n'est pas nouveau. J'ai besoin de dormir pour être performante et normale. Donc moi, ma prio dans ma vie, c'est d'aller me coucher. Moi aussi. Et tu vois, tout le monde m'appelle la mamie depuis toujours. Je suis une mamie, moi. Tu vois, même quand on était jeune, je suis pas vieille, mais quand on était très jeune, on faisait des soirées et tout. Moi, j'allais me coucher. Et quand j'étais petite, je n'ai jamais vu le Père Noël parce que j'allais me coucher. Tu pouvais pas être à non, j'allais me coucher dans la chambre. Je suis comme ça.
c'est un poids. Mon rêve serait d'avoir... Au final, tant mieux parce que tu aurais juste vu Oncle Jacques déguisé en... Ouais, voilà. Si les enfants regardent ce podcast, non, c'est bon. Non, mais voilà. Boucher leurs oreilles. Ouais, voilà. Mais c'est pas ma faute. Parfois, ça a été dur pour moi à vivre parce que les gens peuvent penser que c'est parce que je m'ennuie, c'est parce que je m'intéresse pas ou que c'est pas important pour moi. Pas du tout. C'est juste que moi, j'ai besoin de dormir et que je sais que c'est ma priorité ultime du quotidien. Et je pense que dans la vie, il faut apprendre à faire des choix, il faut apprendre à faire des sacrifices. Donc, c'est un sacrifice, ça m'enlève du temps passé en famille, ça m'enlève du temps passé entre amis. Mais j'assume, j'ai besoin d'aller me coucher. C'est contre personne, c'est juste pour moi. Et donc, je suis une couche-tôt de chez Tôt. Mais quelle heure? Ah bah, j'ai honte. Non, mais n'est pas où. Moi aussi, je suis une nanny. Donc, quand je fais un peu la fofolle, je parle de ma semaine, hein, je parle pas de quand je fais un dîner ou autre. Moi, je vais me coucher à 21h30. Ah, un peu plus tôt que moi quand même. Okay. Voilà. Ok. Et quand je suis au bout du rouleau parce que je suis malade, que j'ai eu une semaine difficile ou que ma petite fille ne fait pas ses nuits, voilà. Hier, je me suis couchée à 20h45. Ah oui. Donc, mais tu te lèves à quelle heure? Ah bah à 5h du matin. Ah ouais. Donc oui. Ou à 6h du matin, enfin voilà, mais voilà. Mais je pense que ça, c'est un truc, il faut se connaître, il faut savoir, et moi je sais que c'est mon moteur aussi, le sommeil. J'ai honte de dire ça, quoi, parce que... Non, mais il faut pas, parce que c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que la journée, tu peux être aussi présente pour à la fois toi-même, ton business, ta fille, ton mari, enfin tu vois, il y a beaucoup de... J'ai une famille, j'ai des équipes, j'ai un business, j'ai un bébé... j'ai envie de faire des choses aussi pour moi, je veux être présente pour mes amis, enfin tu vois, donc en fait si je veux faire tout ça entre 9h30, 9h et 17h30, en fait j'ai intérêt à être efficace, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et le sommeil c'est un moteur, en tout cas pour certaines personnes, moi c'est le cas aussi. Moi je me couche à 10h, 10h30 max, mais je me lève plus tard que toi, je me lève à 8h. Donc, voilà. Mais parce que j'ai pas encore d'enfant, mais bon après je pense que ça change. Ça se décale peut-être, mais en tout cas je pense qu'il faut pas non plus culpabiliser là-dessus. Enfin, dis-le haut et fort, t'as besoin de dormir. Après, ce que j'aime bien, tu vois, avec moi, c'est que mes proches, du coup, ils se sentent libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et d'être qui ils ont envie d'être. Tu vois, moi, mes amis, si on part en vacances et qu'un tel veut se lever hyper tard ou truc veut se coucher super tôt, enfin, moi, je m'en fiche, en fait, fais ce que tu veux, tu vois. Si c'est parce que tu as envie d'être bien. Enfin, chacun fait comme il veut. Chacun peut être comme il a envie d'être. Et en fait, le fait que je sois un peu atypique sur certaines manières de fonctionner, ou ça de les met à l'aise, entre guillemets, ça met tout le monde à l'aise. Voilà. Chacun, Tu ne manges pas de gluten, c'est pas grave, t'inquiète. Tu vois, tu veux dormir à 19h, ne t'inquiète pas, c'est bon. Voilà. Et c'est bien, tu vois, que chacun puisse faire comme il a envie de faire. Ah bah c'est clair. Voilà. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux au final. Chacun fait ce qu'il doit faire. Et... Enfin, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et puis, bon, en plus, moi, comme je suis aussi assez... Enfin, j'ai pas... C'est pas des restrictions, mais moi aussi, j'ai des trucs. J'ai mes rituels. Il faut que je fasse certaines choses pour être bien, pour pouvoir être là, pour pouvoir sourire, pour être en forme. Et il y en a qui voient ça comme des... Mais j'ai l'impression parfois d'être une extraterrestre. En fait, je te demande pas de faire pareil que moi, mais laisse-moi faire ce que je veux. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous vivre avec qui on est et à laisser tout le monde tranquille. C'est ça. Franchement, ça va. On se la joue cool. Ouais, grave. Et du coup, tu as un quotidien assez rempli. Du coup, juste pour comprendre un petit peu maintenant comment ça s'organise pour toi, est-ce que tu as vu un changement sur ton quotidien, sur tout ça, depuis que tu as eu le rachat? Ou est-ce que ça change rien au niveau de tes journées, ton implication, c'est toujours pareil? Disons qu'il y a eu plusieurs étapes dans ce rachat. Déjà, mon quotidien change parce que je suis entourée de gens. D'accord. J'avais des équipes, mais là, je veux dire, c'est pas la même chose. Au MyCrème, c'est une grosse structure. Je vois plein de têtes différentes tous les jours. C'est trop génial. Puis tu as plusieurs niveaux de... Oui. T'interagis avec... Voilà, j'interagis avec des gens Enfin, tout le monde est inspirant. Mais je veux dire, avec des gens qui ont un parcours académique, professionnel, où je me dis, oh, trop bien. Je retrouve un peu la sensation que j'avais quand j'étais chez L'Oréal et que c'était très dur. Les gens étaient très exigeants, mais en même temps... Il m'est jamais arrivé de rentrer chez moi et d'avoir rien appris. Tous les soirs, je me disais, oh, c'est trop bien, ils sont trop forts, j'ai appris trop de trucs. Donc en fait, là, je retrouve cette sensation-là.
Je suis contente d'aller travailler. Après, en fait, la première phase du rachat, j'étais j'étais quasiment seule à gérer Combo. Ok. Donc, c'était mon challenge. Et puis ensuite, j'ai commencé à constituer mon équipe. Ok. Donc, en ce sens, ça m'a allégée de tâches opérationnelles très concrètes que je faisais depuis des années. Donc, j'ai pas, je pense, à rougir de cela. Moi, j'avais une zone de stockage chez moi et j'ai fait mes colis tout seul pendant 4 ans. 3 ans et demi quasiment, doit être 3 ans. Donc, en fait, juste voilà, maintenant, j'ai des gens qui m'aident. J'ai géré le SAV seul jusqu'à il y a très peu de temps. Donc, en fait, là, j'ai délégué tous ces aspects-là. Ok. Ce qui n'est pas évident quand on est entrepreneur solo de déléguer. Et je suis accompagnée aussi maintenant par mon équipe dans la gestion du calendrier éditorial, par exemple. Donc, en fait, on réfléchit ensemble. Bon, avant, j'avais pas de calendrier éditorial parce que c'était moi le calendrier éditorial. Donc, je me disais, allez, ok, on va parler de ça. Donc, voilà, j'ai plus structuré ma façon de faire. Je suis plus entourée. C'est trop bien. Et du coup, ça te permet peut-être de te dégager un peu plus de temps sur d'autres aspects. Du coup, j'ai enfin le temps parfois de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, à là où je veux aller, à me poser, à me dire ok, à aller plus vite en fait. J'ai l'occasion je peux plus souvent me poser sur l'avenir de la marque et à la stratégie et sur la vision parce que j'ai un peu moins de choses opérationnelles à faire. Et du coup, je peux avancer plus vite sur l'incarnation et la mise en place concrète de cette vision. Voilà. Ça, c'est super. Et ça, c'est cool. Ça permet d'aller plus vite. C'est une autre étape, c'est une autre phase de ta vie avec Combo, du coup. C'est hyper intéressant parce que c'est un challenge de manager de l'humain, de vouloir faire en sorte que tout le monde se sente bien, soit écouté, mais en même temps, d'être réactif, d'aller vite. Et puis, quand tu as été habitué à gérer tous les aspects de ta marque de A à Z pour de vrai pendant aussi longtemps, tu as tendance à vouloir appliquer aux gens le niveau d'exigence que tu t'appliques à toi-même. Sauf que souvent, on est très dur avec soi-même. Toujours. Donc, il faut apprendre à moduler ce niveau d'exigence aussi. C'est pas évident. C'est franchement, et ça, c'est le genre de truc qu'on t'apprend nulle part. Ni à l'école de commerce, c'est la vie qui t'apprend. C'est le terrain. Donc, faut aussi savoir s'excuser. Parfois, je suis avec les équipes, je suis désolée. Là, j'ai pas assuré là-dessus. Je vous explique pourquoi, parce que moi, j'avais ça en tête et puis je voulais qu'on aille là. Mais franchement, ça demande... c'est une nouvelle étape de la résilience, ce côté-là, pour moi. Résilience step 2. Ouais, grave, nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Voilà. Et du coup, t'as quoi comme ambition là pour ta vie avec Combo et ta vie perso sur comment tu vois... les prochaines... Oh là là, et tu sais... Fais-moi, alors, où te vois-tu dans un an? Je ne te dis pas ça, mais en gros, là, qu'est-ce que toi, t'aimerais... Enfin, est-ce que tu as une vision ou alors juste tu kiffes? Ah non, mais alors, en fait, je t'explique. Tu sais, le fameux montagne russe dont on se parlait au tout début du podcast, là, c'est pareil. Il y a des jours où je me dis, trop bien, je kiffe, je suis dans le moment présent, c'est bon. Et il y a des jours où je suis surexcitée, où je me dis, non, mais c'est incroyable. Il y a un tournant dans le monde du wellness, les gens commencent à s'approprier leur propre santé, à reprendre le pouvoir sur leur santé. Parce qu'en fait, les gens, de par le système de santé français, se sont déconnectés et se sont déresponsabilisés de leur propre bien-être et de leur propre santé. Or, c'est clé. Et quand je vois certains sujets se démocratiser, la santé intégrative, être dans toutes les bouches et tout, d'un coup, j'ai des pics d'excitation. Donc là, ce matin, dans le train, j'étais surexcitée. Mais oui, mais c'est ça, c'est incroyable, c'est l'avenir. Voilà, donc aujourd'hui, j'étais là, oui, avec Combo, on va dépasser les montagnes, ça va être génial. Demain, ça se trouve, je vais être là, le collagène. Tu vois, voilà, donc c'est vraiment comme ça. Parfois, j'arrive dans le bureau de Juliette, je lui dis, je suis désolée, il faut que je te parle d'un truc et tout. Et voilà, donc je crois que je la fais bien rigoler. Et après, elle me regarde, elle me dit, non, mais Erika, non. Et après, je dis, ouais, non. Et parfois, elle me dit, mais oui. Et après, on est toutes les deux, on se dit, ok, on y va. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, Combo, pour moi, c'est... au-delà de Combo, c'est juste d'aider les gens à reprendre possession de leur bien-être au sens de la santé, au sens de la santé physique et surtout de la santé mentale. Aider les gens à comprendre comment le secteur du complément alimentaire fonctionne et justement à véhiculer qu'est-ce qu'un bon complément alimentaire sur le marché français, européen et voire même mondial. Et continuer à développer à la fois nos gammes d'essentiels qui sont des formules ultra complexes qui prennent
énormément de temps à construire, à tester. Enfin, ça fait 5 ans qu'on existe, on vient tout juste de lancer la formule numéro 2 qui est l'essentiel cheveux. Mais aussi construire l'histoire de la marque de manière agile, c'est-à-dire profiter de tout le savoir-faire qu'on a mis en place pour donner accès aux gens à des actifs dont ils ont entendu parler, qu'ils ont envie de connaître, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est aussi notre rôle de les guider là-dessus. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le collagène. Oui. Et c'est ce que j'aimerais continuer à faire avec d'autres actifs stars comme ça. Les aider à comprendre comment ça marche et à leur mettre dans les mains le bon actif dans son bon format, avec le bon prix. Voilà, donc c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et puis voilà. Notamment, je pense que ce que tu as commencé à faire, là, j'ai vu la capsule vidéo que vous avez faite avec Oh My Cream sur l'information sur le collagène, qui est quelque chose dont on parle dans le secteur de la beauté aujourd'hui. C'est sur toutes les lèvres. Mais c'est vrai que la façon dont tu informes, dont tu parles des besoins de l'organisme, de comment repérer un bon produit, la pédagogie qu'en tout cas j'ai ressenti ces derniers temps, émané de vos comptes. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et j'espère en tout cas à ce que beaucoup de marques tendent à faire la même chose que toi pour informer encore plus le consommateur. Ça serait vraiment, ça serait vraiment top. Erika, on va arriver à un moment. Ok. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Passe partout. On va arriver à un moment qui est la fin du podcast, qui s'appelle Let's Be Real. Let's Be Real, c'est Let's Be Real. C'est des questions, c'est des fire questions, où en gros, je te pose une question et tu me réponds vraiment avec la première chose qui te passe par la tête. Ok, on va rigoler. Donc c'est vraiment... Ok. Voilà, il n'y a pas de question piège, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de faire une multiplication ou une division. Je me suis rendu compte que je ne sais plus poser les divisions. T'as vu, c'est un truc de fou. Non. Moi, mes grands-parents m'avaient appris ça. Non mais... Je sais pas. Ouais, le truc là... Ouais. Je sais plus comment... Ouais, non mais... Après, la logique est en nous, mais... Tu sais comment on fait? Vous voulez qu'on fasse une division? Tu veux pas tu vous montreras après sur un papier. Non mais comment on fait? Non mais venez, on fait une division. T'as pas un papier, on fait une division là? Il y a Carolina qui va venir... Carolina, on compte sur toi. Vas-y, retourne un des papiers... Ouais. Ok. Ouais, viens. On fera dans les backstage. Attends, alors attends. Je pense... Une petite division. On est prête pour le Let's Be Real du coup. Ouais. Alors, une phrase qui te motive. Faut prendre son destin en main. Très bien. Quelqu'un qui t'a inspiré. Juliette. Lévi Cohen, oui, la fondatrice de Mike. Ton secret, ta potion magique pour tenir le rythme et le glow. L'essentiel peau. Ce que les gens disent de toi. Je sais pas. Que je suis drôle. Ok. Je sais pas, j'espère. Ce que t'aimerais que les gens disent de toi. Bah, j'aimerais qu'ils disent que je suis drôle. Okay. Est-ce que t'es plutôt coffee addict ou tea lover? Ah, moi je suis coffee addict total. Jusqu'au bout. La pièce de ton dressing dont tu ne te sépares pas. Mes chemises. Et là aujourd'hui tu portes une chemise de chez Cézanne. Très beau. Ils ont fait le pantalon aussi. Ouais, je l'ai acheté. Mais bon, il faut assumer le total. Le total look, ouais. Est-ce que tu as pareil une pièce de ta trousse de toilette, enfin une pièce, un produit dans ta trousse de toilette dont tu ne te sépares pas? Huile démaquillante. De Oh My Cream. Trop bien. Elle est très 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 cool. Ouais. Et un petit mot de la fin. Merci. Merci à toi pour ton partage, pour tout. Franchement, j'ai adoré notre échange et en plus de ça, on a appris à faire une division posée. Et ça, je pense que... Et ça, c'est les vraies choses de la vie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce podcast. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Erika. Merci à toi. Alors vas-y, fais 352 divisé par... Ah ouais, tout de suite, tu vas sur du haut level, toi. 352 divisé par 7. Ah ouais, putain, en plus, c'était dur, cette. Oui. Je sais plus. Ah bah tu sais plus après? Attends, je peux faire. Attends. Attends, moi, je vais essayer de faire un truc plus facile, tu vois. Okay. Genre 75 divisé par 5, ok? 5 divisé par 5, ça fait 1. 7 divisé
par 5. Bah, ça, c'est du C'était calcul. pas comme ça? Ah non, c'est dans l'autre sens? Je pense que c'était comme ça, sans relier les numéros. Ah ouais, donc attends. Comme ça? Je pense que Dans ce sens-là? Donc attends, c'est quoi, 7 x 5? Ouais, parce qu'après, tu soustrais. Si, après, tu soustrais, non? Ah ouais? Je crois que... Attends. 7 x 5, 35. 5 x 5, 25. 35 moins 25, 10. Non, mais ça fait pas ça. Non, ça marche pas. moi j'ai testé mal et vraiment. Attends, on va faire Là, tu encore sais une... faire une division? Non, attends. Allez, 12 divisé par 4. Ouais, voilà. 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Et non, mais attends. Et je retiens 0. Non, regarde. C'est 3. 1 plus 2, 2 ça plus fait 1, 3. ça fait 3. Ouais, mais ça marche. Et Attends, ben, attends. 12 x 5. Si. Attends. 7 x 5, ça fait 35. non, Non, 5 et 5, ça fait 12. Ouais. 5 x 12. 2 x 5, 10, je retiens 1. Attends, 5 x 1, 5, 5 plus 1, 6, 60. 60. Non. Attends. Tuto. Comment faire mais- une division papier? Attends. Mon mari va me tuer. Attends. Parce que lui, c'est le king of les mathématiques. Alors, poser une division. Ok. Donc, on place le dividende en haut à gauche de la barre. Nanana. On trace un trait horizontal. Ok, ça m'a l'air pas mal. Eux, ils ont l'air assez Eux, ils ont pédagogues. l'air bien. La technique de la division. Ok. Exemple. Voici comment 25, poser. 5. Alors, 25,5. Ok, donc 25, 5. On cherche par quel nombre on doit multiplier le ou les premiers chiffres diviseurs pour trouver un nombre inférieur ou égal au nombre composé par le dividende. Exemple. Alors, 1, 5. Non mais attends, moi il faut que je m'entraîne parce que quand ma fille elle va rentrer à l'école... Ah, alors voilà, regarde. Dans 12, Ouais. pourquoi 12? Combien de fois il y a... Ah, 120 divisé par 5. C'est l'exemple. Ah oui. Fait 120... Ah non. Alors, dans 12, combien de fois y a-t-il 5? Il y a 2 fois 5 dans 12. Donc j'écris 2 dans la partie réservée au quotient. Donc là. Ça c'est bon. Et il reste 2. Je multiplie 2 Il reste 2, tu Par sais. le Parce que diviseur. 2 fois 5, 2 fois 5, 10. c'est ça. Et donc il reste 2. C'est ça. C'est Ouais. ça. Ok. Et donc il me reste toujours mon 0 que j'ai pas traité. J'abaisse le 0 du dividende. Ouais, j'abaisse le 0. Ça c'est Dans bon. 20, combien de fois y a-t-il 5? 4. Ouais. Et donc J'ai là pris j'arrive à quatre, 0. un, Et là deux. tu arrives à 0 parce que 20 moins 20 égale 0. Et donc C'est là ça. tu as fini ta division. Donc c'est 24. Et 5 fois 24 est Attends. trop bien. 5 fois 24. Ouais. Voilà. Ok, je me sens plus... Ouais, c'est bon. On aura appris aujourd'hui ensemble à faire une division. Ouais, je suis trop... Posée. Je me sens mieux. Tu te sens rassurée? Moi aussi, Ouais, je t'avoue que ça me... Bon, je suis trop contente. J'en ai parlé en plus, je sais plus, l'autre jour, j'ai dit, mais je ne peux pas poser une division. Et je sais même plus ce que c'est le COD. Arrête, attends, déjà on vient de faire les Ok, pardon. divisions. Je me mets des problèmes. Épisode 2, on fera Épisode le COD. 2, le COD. Ouais. Ok.